Vers 18h30, Samara arriva à destination. En sortant de la voiture, la vue autour d'elle l'émerveilla. De hautes montagnes sombres l'entouraient de toutes parts. Au pied de ces montagnes, le gigantesque vieux manoir se dressait comme un sombre conte de fées. Le décor lui rappelait les contes du comte Chocula. L'art exquis de l'architecture roumaine attire Samara comme rien d'autre. Elle commençait à sortir ses sacs de la voiture quand la grande grille en fer du manoir s'ouvrit et un homme vint vers elle. « Bonjour, vous devez être mademoiselle Willis. Je suis Daniel, c'est moi avec qui vous avez parlé au téléphone. » Samara pensait que le gérant d'un tel manoir serait âgé, mais Daniel était un jeune homme séduisant. Elle prit ses sacs et dit « Appelez-moi Samara », puis se dirigea vers le manoir. Daniel sourit et l'accompagna à l'intérieur du manoir. Le manoir était 10 fois plus grandiose de l'intérieur. Les grands couloirs étaient remplis de vastes peintures à l'huile et de décorations coûteuses. Un comptoir près de la porte donnait enfin l'impression d'être dans un hôtel. Un vieil homme se tenait derrière le comptoir. Daniel s'approcha et dit « Les clés de la chambre de Madame Willis ». L'homme lui tendit une clé métallique portant le numéro 104. Elle suivit Daniel à l'étage. Un autre homme porta ses bagages. Daniel expliqua que le manoir compte de nombreuses pièces réparties sur 4 niveaux. Seuls le rez-de-chaussée et le premier étage ont été rénovés. Le 2e et le 3e étage sont actuellement fermés. Samara peut les visiter pour ses recherches, mais certaines pièces sont verrouillées pour maintenance. La chambre 34 se trouvait au bout du couloir. Daniel ouvrit la porte. Le personnel déposa les bagages près du lit et partit. La chambre était unique en son genre. Un lit blanc moelleux, un canapé près de la fenêtre donnant sur les collines. Samara se tourna vers Daniel et dit « J'adore déjà cet endroit ». Daniel lui sourit et lui dit que le dîner serait prêt vers 20h. Le personnel de l'hôtel viendra la prévenir quand ce sera prêt. Samara verrouilla sa porte et s'allongea sur le lit. Elle était fascinée par la vue autour d'elle. Le manoir était à la fois glamour et mystérieux. Vers 20h15, le personnel vint dire à Samara que le dîner était prêt. En descendant les escaliers, Samara remarqua 3 personnes assises à table. Il y avait Daniel, l'homme du comptoir et le membre du personnel. Daniel sourit et dit « Nous n'avons pas beaucoup d'invités en ce moment. En fait, nous devions ouvrir le mois prochain après la rénovation complète. Mais grâce à vos recherches, nous sommes ravis de vous accueillir. » Samara sourit et s'assit à table. Ils commencèrent tous à manger. La nourriture était délicieuse, mais Samara se sentait un peu bizarre. Elle remarqua qu'à part Daniel, les 2 autres hommes parlaient à peine. Après le dîner, Samara souhaita bonne nuit à Daniel et monta dans sa chambre. Le personnel de l'hôtel n'avait pas dit un mot, mais au moment où Samara allait fermer sa porte, l'homme s'approcha et murmura « Passez une bonne nuit, madame. Je vous en prie, restez dans votre chambre cette nuit. Sinon, vous risquez de vous perdre dans le noir. » Une peur étrange saisit Samara. Elle sentait que quelque chose clochait vraiment ici. Épuisée par cette longue journée de voyage, Samara n'arrivait plus à réfléchir. En plus, elle devait se lever tôt pour étudier le manoir dans le cadre de ses recherches. Elle sombra dans un sommeil profond dès qu'elle s'allongea sur le lit moelleux. Tard dans la nuit, Samara se réveilla en sursaut. Elle avait très soif, mais en voulant boire de la carafe près du lit, elle vit qu'elle était vide. Elle regarda son téléphone. Il était 2h du matin. Samara ouvrit la porte et sortit. Le couloir était plongé dans le noir. Seule la lumière de la lune éclairait son chemin. Samara descendit les escaliers. Elle prit une cruche sur la table à manger et, sans plus tarder, se dirigea vers sa chambre. Juste au moment où elle entrait dans la pièce, tous ses sens s'éveillèrent. Un doux son mélodieux envahit le manoir. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser que le son venait d'une harpe. Quelqu'un jouait de la harpe dans cet immense manoir, et ça, à cette heure de la nuit. Samara était choquée, mais le son était si envoûtant, comme s'il l'appelait à le suivre. Samara commença à monter l'escalier en suivant le son. En arrivant au 2e étage, elle réalisa que le son venait du bout du couloir. Le 2e étage était complètement vide.
La harpe continuait de jouer. Samara était presque au bout du couloir quand elle remarqua que le son venait de la dernière chambre. Le numéro de la chambre était 303. Daniel avait dit qu'il n'y avait personne d'autre dans cet hôtel. Alors qui vivait dans cette chambre? Au moment où cette question lui vint à l'esprit, sa curiosité grandit. Elle frappa à la porte et dit « Qui est là ?» Le son s'arrêta immédiatement. Soudain, l'atmosphère autour d'elle devint étrangement silencieuse. Samira tourna la poignée, mais elle était verrouillée de l'intérieur. Le silence autour d'elle commença à l'effrayer. Sans perdre de temps, elle se précipita dans sa chambre et verrouilla la porte. Elle n'entendit aucun bruit de toute la nuit. Le lendemain matin, une femme de ménage vint dans sa chambre. Samira était prête à se mettre au travail. En prenant son carnet et ses stylos, elle demanda à une petite femme d'âge moyen « Vous savez qui habite au 303 ?» Mais la réaction fut totalement inattendue. La femme de ménage fut terrifiée par sa question. Son visage devint pâle et des gouttes de sueur apparurent sur son front. Elle dit « je ne sais pas, madame. » Puis elle commença à nettoyer la chambre. Ce changement soudain, après avoir entendu parler de la chambre 303, rendit Samira encore plus curieuse, mais elle ne dit rien et partit travailler. Le manoir était rempli d'œuvres d'art roumaines. Samira inspectait la fontaine du jardin quand elle entendit une voix familière. « Comment se passe votre travail, mademoiselle Willis ?» Daniel s'approcha d'elle avec un grand sourire. Samira répondit qu'elle adorait déjà ça. Elle demanda alors à Daniel d'une voix hésitante « excusez-moi, mais y a-t-il quelqu'un dans la chambre 303 ?» Daniel répondit d'un air surpris. « La chambre 303 ? Non. Mais pourquoi y êtes-vous allé? Nous vous avons dit qu'elle est fermée pour maintenance. » Samira se sentit gênée d'avoir erré dans cette propriété privée la nuit. Elle répondit humblement. « En fait, hier soir, je suis allée chercher de l'eau à la salle à manger. C'est là que j'ai entendu quelqu'un jouer de la harpe. J'ai suivi le son et j'ai découvert qu'il venait de la chambre 303 au 2e étage. J'étais juste curieuse parce que vous m'aviez dit qu'il n'y avait personne d'autre ici. » Daniel hésita aussi et dit « oui. Je vous ai dit la vérité. Personne n'habite dans la chambre 303. Les vieilles demeures comme celle-ci résonnent parfois de toutes sortes de bruits. J'en suis sûr, c'était quelque chose comme ça, ce que vous avez entendu hier soir. Alors profitez bien de votre séjour, Madame Willis. » Les mots de Daniel firent comprendre à Samira qu'il n'avait pas du tout apprécié l'incident de la nuit dernière. Mais Samira ne comprenait pas pourquoi tout le monde se montrait si mystérieux au sujet de cette pièce. Elle devait donc savoir ce qui s'y était passé exactement. Samira décida de vérifier cette pièce à nouveau ce soir. Son instinct lui disait que ces gens lui cachaient définitivement quelque chose. Au dîner, Daniel ne lui adressa pas un mot. Les 2 autres personnes mangèrent aussi en silence. Alors que Samira terminait son repas et commençait à monter l'escalier, elle vit Daniel dire au personnel de l'hôtel « Apportez une cruche d'eau dans la chambre de Madame Willis. J'espère qu'elle n'aura aucune raison de se promener dans le couloir vide ce soir. » Puis, il lui lança un regard furieux et partit. Samira devint encore plus têtue. Après que le personnel eut laissé la cruche dans sa chambre, elle verrouilla la porte, éteignit la lumière et attendit en silence. Ce soir, Samira découvrira ce qui se passe dans cette chambre 303. Vers 2h30 du matin, elle sortit en tenant une bougie à la main. Le manoir était complètement silencieux. Seul le sifflement du vent glacial résonnait dans les couloirs. Elle monta sur la pointe des pieds au 2e étage et s'approcha de la chambre 303. En tournant la poignée, la porte s'ouvrit dans un grincement. Comme c'est étrange. La porte était déverrouillée ce soir. Samira entra dans la pièce. La pièce était glaciale. Il y avait une grande fenêtre dans la pièce sans vitre. Un vent froid venait de la fenêtre en faisant voler son rideau sale. La lumière de la lune et celle de la bougie rendaient la pièce très inquiétante. Elle remarqua que cette pièce ressemblait à la sienne, mais avec une seule différence. Une vieille harpe en bois se dressait au centre de la pièce. La harpe semblait abandonnée depuis très longtemps. La poussière épaisse masquait sa vraie couleur. Samira s'approcha de la fenêtre et regarda dehors.
Les montagnes sombres se dressaient devant elle. Ne trouvant rien de particulier, elle décida de retourner dans sa chambre. C'est alors qu'un vent violent souffla sa bougie. Soudain, elle entendit un rire étouffé. Elle se retourna vivement vers la porte et vit une grande femme mince près de la harpe, pinçant les cordes de ses longs doigts effrayants. La lumière de la lune éclairait son visage. Ses yeux étaient grands ouverts, comme s'il voyait à travers Samira. Elle portait une chemise de nuit élimée. Ses cheveux flottaient dans l'air, traversés par le vent. Samira demanda d'une voix tendue : « Pardon, la porte était ouverte. Je voulais juste vérifier. Je vous ai entendu jouer de la harpe hier soir, c'est pour ça. » Avant qu'elle ne finisse, la femme rit d'une façon terrifiante et dit : « On t'a sûrement dit que personne ne vit ici, pas vrai ? » Ils ont dit pareil à l'homme venu ici comme toi en pleine nuit, mais il est venu quand même et n'a jamais pu repartir. La peur saisit Samira à la gorge. Elle ne comprenait pas de quoi cette femme parlait. Elle dit d'une voix tremblante : « Je ferais mieux de retourner dans ma chambre. Désolée de vous déranger. » Alors qu'elle s'avançait vers la porte, l'horreur se déploya sous ses yeux. Avec un bruit terrifiant d'os qui craquent, la tête de la femme se retourna complètement et elle se mit à rire comme une démente. Le cœur de Samira se mit à battre comme un cheval sauvage. Elle hurla, mais aucun son ne sortit. Elle sentait ce rire glaçant résonner dans toute la vallée. Ses yeux se voilèrent alors qu'elle s'effondrait au sol. Le lendemain matin, Daniel vint à la chambre 303 chercher Samira, car elle n'était pas dans la sienne. En ouvrant la porte, il vit le visage blanc et exsangue de Samira. Elle gisait par terre, les yeux remplis de peur et de traumatisme. Elle était morte. Le personnel de l'hôtel, la femme de ménage et l'homme au comptoir sont venus aussi. Tous les quatre restèrent là en silence, et la femme de ménage se mit à pleurer doucement. Daniel se tourna vers le personnel et dit : « Bon, enterrez-la au fond du jardin comme le voyageur précédent. On gère une affaire ici. Si les gens ne peuvent pas retenir leur curiosité, personne ne peut les sauver de la mort. Jetez ces affaires en bas de la montagne et retournez travailler. On aura des invités partout dans ce manoir dès le mois prochain, et assurez-vous de garder cette chambre fermée à clé en permanence. Le musicien de minuit hante toujours la chambre 303 de ce vieux manoir en Roumanie. Faites-nous savoir si vous osez prendre le risque en visitant cet endroit. On vous donnera l'adresse. » Récemment, je suis allé camper avec mon meilleur ami, Thomas. On se connaît depuis l'enfance. Du coup, on a fait plusieurs voyages ensemble. Thomas habitait en banlieue de Californie. À 10 km de chez lui, il y avait des bois profonds. Beaucoup de gens y allaient pour camper et observer les oiseaux. Le week-end, les bois étaient bondés. Alors, on a décidé de camper le plus loin possible. Je regrette encore cette décision. Thomas et moi, on est partis un après-midi ensoleillé avec nos sacs à dos. En entrant dans les bois, Thomas a pointé vers la gauche et dit tout excité : « Peter, regarde, il y a une voie ferrée par là. » On s'est approché et on a trouvé une voie abandonnée qui s'enfonçait dans les bois. On a décidé de longer la voie. Comme ça, on trouverait un coin tranquille pour camper et ce serait facile de revenir. Après 30 à 35 minutes de marche, on était épuisés et on a décidé de camper. On a choisi un endroit sous les arbres et on a commencé à monter la tente. Le soleil allait se coucher. Le ciel devint rouge alors que les oiseaux rentraient à leur nid. La vue était superbe. On a bu de la bière en regardant le soleil se coucher à l'horizon, puis la nuit tombait. Thomas avait apporté son enceinte Bluetooth. On a mis de la musique et on s'est mis à préparer le feu de camp. J'ai ramassé des pierres pour faire un foyer rond où brûler le bois. Thomas dit : « Allons chercher du bois et de l'eau. Il y a une rivière pas loin. » Bien que le soleil se soit couché, il faisait encore clair. En chemin vers la rivière, Thomas ramassait des bâtons et des branches cassées pour le feu. En nous approchant, j'ai entendu le bruit de l'eau qui coulait. La rivière ressemblait plutôt à un fossé étroit, mais l'eau y était cristalline. Je me suis baissé pour remplir nos gourdes, et Thomas a continué à ramasser du bois. J'avais presque fini quand la rive opposée attira mon regard. À cause des buissons, on n'avait pas vu qu'il y avait un vieux cimetière de ce côté. J'ai crié : « Thomas, on campe juste à côté d'un cimetière !» Ses yeux se sont illuminés d'excitation.
Il a posé le tas de bois par terre et a traversé le fossé pour aller voir. J'ai posé la gourde près du tas et je l'ai suivi. C'était un vieux cimetière abandonné. Il y avait au moins 40 à 50 tombes. La plupart des pierres tombales dataient de 1900 aux années 1970. J'étais choqué de voir un cimetière en pleine forêt, mais Thomas a dit que ces tombes devaient appartenir aux tribus locales qui vivaient ici autrefois. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me paraissait bizarre. Certaines tombes semblaient fraîchement creusées. J'ai dit à Thomas, « Regarde, ces tombes ont l'air fraîches. » Thomas a levé les yeux au ciel. « Ouais, les zombies sortent toutes les nuits. » Et il s'est mis à rire. J'ai haussé les épaules, habitué à ces blagues. Soudain, on a réalisé qu'on était dans un cimetière abandonné et qu'il faisait nuit noire autour de nous. On a décidé de retourner au camp. On n'a pas changé de campement. On était assez courageux pour pas se laisser effrayer par ces histoires de fantômes. Thomas bossait comme chef dans un resto, donc c'était lui qui gérait la bouffe. Moi, de mon côté, j'ai allumé le feu et je l'ai aidé à préparer le dîner. Thomas avait apporté un poulet entier mariné pour le barbecue. Il a mis le poulet sur le feu et l'odeur du poulet grillé nous a remplis de joie. On buvait, on parlait, on mangeait. Bref, on passait vraiment un bon moment. Au fil de la nuit, les bruits de la forêt sont devenus plus nets. On entendait le ululement des hiboux, le chant des grillons dans le noir et le crépitement du feu. Je profitais de ce calme quand j'ai entendu un autre bruit. Thomas allait mettre de la musique quand j'ai dit « Non, non. Attends. T'as entendu ça ?» Il a regardé autour et dit « Entendu quoi ?» Je lui ai dit que j'avais entendu des pas sur les feuilles mortes pas loin. Il a ri. « T'es juste bourré, mec !» Mais avant qu'il finisse, un cri glaçant nous a glacé le sang. On a entendu une femme hurler de terreur et de douleur. On s'est levé d'un bond tous les deux. La sueur perlait sur nos fronts. On se regardait sans comprendre. Le cri a retenti une deuxième fois. Thomas et moi, on a compris qu'il venait du cimetière. Thomas est devenu tout pâle et m'a regardé. Qu'est-ce qu'on fait, Peter? Franchement, j'avais peur aussi, mais je voulais vérifier par moi-même. Alors, j'ai dit à Thomas de se taire et j'ai marché vers le cimetière. En marchant, le cri s'est transformé en sanglots étouffés. J'ai jamais cru aux fantômes, mais bizarrement, je sentais que c'était pas ce que ça semblait être. J'aurais aimé me tromper ce jour-là. Voir un fantôme aurait été bien plus rassurant que ce qui s'est passé cette nuit-là. On est descendu dans le fossé et on a jeté un œil de l'autre côté. Ce qu'on a vu nous a glacé le sang. Un homme traînait quelque chose dans le cimetière. Les sanglots venèrent de ce qu'il traînait. Quand il s'est approché d'une tombe et a éclairé le sol, on a vu une femme ligotée des mains aux pieds. Son visage était scotché. Elle a tenté de crier, mais l'homme a sorti un couteau et s'est mis à la poignarder sauvagement. On entendait le sang gicler sur le sol. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. On n'avait rien pour se défendre contre cet homme. Nos portables ne captaient pas, impossible d'appeler à l'aide. Thomas n'a pas supporté et a tenté de fuir. C'est là qu'il s'est tordu la cheville dans le fossé et y est tombé. Il a crié de douleur et l'homme nous a regardés. J'ai compris qu'il nous avait repérés. Il ne nous laisserait pas repartir vivants. J'ai couru aider Thomas et les sortis du fossé. On a couru vers le campement, mais avant qu'on comprenne quoi que ce soit, j'ai entendu des pas sur les feuilles sèches. Sans perdre une seconde, j'ai attrapé la main de mon meilleur ami et on s'est mis à courir pour sauver notre peau. On est monté sur les rails et on a couru. J'ai regardé en arrière d'un coup et j'ai vu une ombre noire qui nous poursuivait comme une bête affamée. Le couteau en acier tranchant dans sa main brillait au clair de lune. Thomas traînait derrière à cause de sa blessure. Je ne savais pas quoi faire. Vu comment ce type courait derrière nous, je savais qu'il finirait par rattraper Thomas. J'étais essoufflé et je respirais fort. Thomas criait à l'aide. Tout nous échappait et je savais que si ce type nous attrapait, personne ne saurait ce qui est arrivé au corps de deux jeunes venus camper dans ces bois.
J'ai vu une pierre sur le bord de la voie ferrée et je l'ai ramassée. Je me suis retourné et j'ai attendu que Thomas me dépasse. Je savais que je prenais un gros risque, mais je devais faire quelque chose. Thomas a couru vers moi en criant « Cours, Peter, cours !» Mais je suis resté là, rassemblant tout mon courage. Dès que l'homme est apparu, je l'ai vu brandir son couteau pour poignarder Thomas dans le dos. Ses yeux brûlaient de colère et un sourire affamé sur son visage maléfique le faisait ressembler à un démon sorti de l'enfer. Il était à 5 pas de moi quand j'ai visé sa tête et lancé la pierre de toutes mes forces. Un craquement de crâne et des éclaboussures de sang ont résonné dans les bois. L'homme s'est tenu la tête et s'est effondré au sol en poussant des grognements de douleur. Ces grognements se sont transformés en gémissements et on a réalisé qu'il s'était évanoui. On a couru hors des bois et on a rejoint le commissariat le plus proche. On a tout expliqué aux policiers. Ils ont envoyé Thomas à l'hôpital et je suis revenu avec eux à l'endroit où j'avais frappé l'homme. En arrivant près des voies de ferrée, on a remarqué beaucoup de sang par terre, mais l'homme avait disparu. J'ai emmené les flics au cimetière et après avoir fouillé partout, ils ont trouvé 5 cadavres frais, dont celui de la femme qui gisait près d'une tombe. J'ai éclaté en sanglots, expliquant aux flics comment ce type a tué cette femme sous nos yeux et qu'on n'a rien pu faire pour la sauver. Je suis retourné au commissariat et j'ai donné une description détaillée du visage de ce type pour qu'il puisse attraper ce démon. Les affiches sont maintenant partout dans le quartier. Le FBI a aussi été informé de l'incident. On a appris que c'est un tueur en série présumé qui a choisi un vieux cimetière abandonné pour y jeter ses victimes la nuit. Il a même balancé ses armes du crime et d'autres preuves dans les tombes. Chaque jour, je me réveille le matin et je prie Dieu pour que les flics attrapent ce tueur avant qu'il fasse d'autres victimes innocentes. J'aurais aimé pouvoir l'empêcher de disparaître cette nuit-là.